Bonjour Christian Junot, c'est avec plaisir que je t'accueille aujourd'hui. Si, bonjour Vincent. Nous avons été mis en contact par un ami commun, Nicolas Boudenov, qui m'a dit le plus grand bien de toi et que je devais absolument faire un entretien, une interview sur ce que tu développais et ce que tu proposais. Et donc, c'est avec grand plaisir que je le fais et j'ai hâte de découvrir un peu plus ton activité, ce que tu fais et puis ton parcours aussi. Le but de cet entretien, c'est justement de faire plus ample connaissance avec toi, avec éventuellement aussi des charges émotionnelles que tu as pu connaître lors de ton parcours. Comment tu as pu peut-être les gérer, si tu avais des outils ou si tu n'en avais pas, ou si tu allais chercher des outils pour les gérer. Et puis, parler aussi de la relation à l'argent qui est un peu ta spécificité. Euh, c'est ce que tu développes comme accompagnement, je crois. C'est bien ça. Je vais te présenter. Alors, après des études dans sciences économiques, tu as travaillé, je crois, pendant 23 ans dans une grande banque internationale. Tu as exercé pendant 18 ans le métier de conseiller financier. Euh, Durant cette période, tu as vécu une expérience comme responsable d'équipe, je crois. Les 2 dernières années auprès de cette entreprise, tu as travaillé dans la gestion de projet et tu t'es formé au coaching et tu as coaché des responsables d'équipe. Aujourd'hui, je crois que tu es un rare expert de la relation à l'argent en francophonie. Tu interviens sous différentes formes, ateliers, conférences, livres, formations sur Internet, et j'en passe sûrement, dans le but de permettre à chacun que l'argent soutienne ses projets de vie. En 2009, tu t'installes comme indépendant. Tu es formé coach, tu es certifié, tu t'es formé aussi à la communication non violente et aux approches systémiques. Tu es auteur et co-auteur de 3 livres. Alors, le premier livre, c'est Ce que l'argent dit de vous aux éditions Erol. Le deuxième, c'est Enfin libre d'être soi-même aux éditions Jouvence. Et je crois que c'est coécrit avec Evelyne Taniel. Et le troisième, c'est Le défi des 100 jours, cahier d'exercice pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance aux éditions Très Daniel, coécrit avec Lilou Massy. C'est bien ça, oui. On peut te retrouver sur un site internet. Alors, c'est Junod. Alors, c'est tout attaché, Junod, Junod, conseil.com. On peut te retrouver sur YouTube où il y a quelques vidéos. Euh, Également sur Facebook et sur LinkedIn. C'est bien ça, oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à cette présentation? Non, je crois que c'est plutôt Est-ce complet. que c'est complet? Très Voilà. bien, merci. La première chose que j'aurais à te poser, c'est comment tu peux, en quelques phrases, résumer des étapes importantes de ton parcours, comment ça s'est passé et comment on passe d'une entreprise, d'une banque internationale à devenir indépendant comme coach et accompagner les gens sur la relation à l'argent. Mhm. Alors, je dirais, effectivement, il y a eu plusieurs épisodes. D'abord, un choix d'entrée dans la banque qui était un peu un choix par défaut, parce que je ne trouvais rien sortant de mes études, d'une part. Je manquais beaucoup d'estime de moi aussi à cette époque-là. Et j'avais vraiment l'impression que je ne valais pas grand-chose et que quelqu'un veuille de moi, c'était formidable. Donc, j'étais tout content je suis comme allé toquer à la porte des banques en ne trouvant rien ailleurs qu'une veuille bien de moi. Donc, voilà, beaucoup de stages, parce qu'encore une fois, je ne me voyais pas un vrai emploi. Donc, les stages, c'est une manière je dirais, d'éviter mes peurs et de retarder le plus tard possible le moment où j'allais faire un vrai métier, je veux dire, comme ça. Donc, 17 ans de conscient placement financier, donc je veux dire beaucoup trop longtemps, dans le sens par rapport à ce qui était juste pour moi, mais encore une fois, des peurs, en l'occurrence, une bonne peur de manquer d'argent, en l'occurrence, mais en lien, encore une fois, et toujours avec une estime de moi déficiente, une confiance en moi et un amour de moi
je dirais aussi déficient. Mais en même temps, je dirais tout au long de cette dernière partie de parcours bancaire, un début de travail sur moi quand même, les 10 dernières années, qui ont permis petit à petit de construire pas après pas quelque chose d'autre. Et un premier changement de métier en 2007, parce que là, tout à coup, une sorte de réveil de dire je n'en peux plus de rapporter autant d'argent à la banque alors que je ne sais pas en quoi ça a contribué à un mieux-être dans le monde. Donc, c'était vraiment comme un réveil à l'intérieur, au plus profond de moi, de dire là, une étape de valeur et de sens, c'est plus possible. Et puis, j'étais prêt à rester dans la banque parce que j'avais commencé à amener un peu une couleur différente dans mon métier de conseiller en placement auprès de mes collègues, en leur amenant un petit peu le fruit de tous mes cours de développement personnel à l'extérieur. Mhm. Je voyais que ça allait bien, donc je voyais que ça avait des échos. Je me dis, s'il y a moyen de mettre un peu plus d'humanité dans ces milieux-là, ça paraît un peu ambitieux, même arrogant de dire ça comme ça, mais enfin, c'était ma perception à l'époque. Pourquoi pas y rester? Donc, ces 2 dernières années m'ont permis effectivement de faire autre chose et surtout d'être au bon endroit. Quand, suite à la crise des subprimes, en 2008, en 2009, la banque a supprimé 5000 emplois. J'étais au bon endroit pour perdre mon job. Donc ça, j'ai vécu comme une joie, presque un soulagement Mhm. de pouvoir vraiment, c'était le coup de pouce dont j'ai besoin pour faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc, je dirais des grosses peurs que j'avais, ben là, c'était presque étonnamment, j'étais dans une immense sérénité au moment où c'est arrivé. Et depuis début 2010, que j'étais officiellement indépendant, je dirais que cette sérénité m'a pratiquement jamais lâché, où les peurs étaient vraiment très, très, beaucoup plus rares, en tout cas la peur de manquer principalement, mais même d'autres peurs aussi. Mhm. Mais je dirais que ce parcours d'entrepreneuriat est pour moi un parcours de croissance intérieure permanent, d'apprentissage de soi et de la vie. Je trouve accéléré encore du fait d'être responsable de tout son business, de tout. Voilà, plus rien vient de l'extérieur, je dirais, ça vient vraiment de moi, quoi. Tout le moteur vient de moi. Donc voilà, en quelques mots, un peu, c'est D'accord. quoi qui est Mhm. passé. Merci. Tout au long de ton parcours là, qui est assez riche, tu t'es beaucoup formé de ce que j'ai entendu. Est-ce que tu parles de peur, de mésestime? Est-ce que les freins étaient donc plutôt internes à, à ton développement ou tu avais également des freins externes qui étaient là, qui étaient présents? Alors, je dirais les freins externes, c'est ceux que j'aurais pu donner comme excuse, Oui. qui étaient entre autres des enfants, je mets des guillemets sur cette horrible expression, à charge. Hein, les enfants ne sont pas des charges, mais peuvent être perçus comme tels parfois, surtout quand on a peur. Donc, ça, c'est une jolie excuse à l'extérieur pour dire je peux pas, je cible ça. Tu vois, ça peut être l'hypothèque de la maison, ça peut être voilà, il faudrait plus d'argent d'économie pour oser sortir de là. Ça, c'est des histoires qu'on se raconte, mais ce sont que des histoires. Alors, c'était une réalité que j'avais des enfants, c'est bien sûr qu'il y avait aux études et tout, mais au fond, la vraie raison, c'est que intérieurement, je manquais de courage, je manquais d'estime de moi. C'était vraiment, les raisons sont intérieures et je suis sans arrêt confronté à ce genre de choses-là, ou en tout cas entouré de personnes qui racontent les mêmes histoires que je me racontais, d'aller chercher des raisons à l'extérieur quand la problématique est à l'intérieur, soit des peurs qui ne sont pas vues, et tant qu'on ne les voit pas, on ne les traite pas, il n'y a pas de miracle. Et du coup, tu es allé chercher des outils pour pouvoir t'aider, pour pouvoir sortir de ça et franchir le pas. Alors oui, je dirais, bon, les outils, je dirais en tout cas, peut-être les expériences, parce que là, j'ai fait énormément de communication violente en 2004-2008. Je faisais 20 jours par année, alors que je travaillais à 100% à l'époque. Hein, donc 20 jours sur mes vacances, sur mes week-ends, avec mon épouse la plupart du temps. Donc je passais beaucoup de temps à ça. C'était une manière de me faire du bien, une manière d'apprendre à mieux me connaître. Enfin, tout ce que j'ai fait dans le premier temps, c'était vraiment apprendre à mieux me connaître, à essayer d'avoir, mettre toujours plus de conscience, je dirais, dans ce que je faisais. Et pour moi, ce qui a été vraiment accélérateur dans ma travail de croissance intérieure, c'est vraiment au moment où j'ai pris conscience que mon activité professionnelle était un formidable terrain d'apprentissage. Et donc, chaque fois, tu vois, que je pouvais voir que j'avais des peurs à téléphoner à un client ou ci ou ça, enfin, qu'il y avait des enjeux, que je sentais des tensions en moi. Je me dis, OK, ben, je vais prendre un moment pour voir ce qui se passe. Je m'isolais dans un bureau, aux toilettes ou n'importe où, puis je prenais du temps de faire un check-in intérieur, de Mhm. voir ce qu'il y avait derrière, quels étaient les enjeux, quelles étaient les histoires que je me racontais. Donc,
à un moment donné, c'est comme extraordinaire, je suis très bien payé et en même temps, j'ai un super terrain de développement intérieur. Donc ça a vraiment été accélérateur plutôt que subir. Tu vois, je suis venu à être responsable de ça et de m'occuper de ça au fur et à mesure que ça arrivait. Et là, je dois dire que c'est vraiment ces dernières années à la banque ont vraiment été des gros accélérateurs de ce travail de transformation, voilà, à travers effectivement différentes approches que j'avais de gauche et de droite. Et du coup, est-ce que tu as actuellement mis en place un rituel quotidien pour gérer ces émotions inconfortables ou ces peurs que tu peux avoir ou... Alors, je dirais oui. Bon, aujourd'hui, je dirais que les peurs, elles deviennent beaucoup plus rares, en tous les cas, hein, très nettement. Mais il n'empêche que oui, j'ai de plus en plus de rituels quotidiens. Je dirais en ce moment là où on se parle, Mm. depuis, j'ai vraiment senti une grosse transformation intérieure à un moment donné où j'étais malade fin octobre, début novembre. Vraiment comme s'il y avait une forme de renaissance. Un de mes amis, François Lemay, parle de jour de mourir de son ancienne version pour renaître dans une nouvelle. Mm. Et c'est vraiment ça que j'ai l'impression d'avoir vécu. Et depuis ce moment-là, je vois que j'ai remis en place avec beaucoup je dirais de force, dans le bon sens du terme, toute une série de rituels qui fait que je prends facilement 1 heure, 45 minutes et 1 heure et demie le matin à vraiment prendre du temps pour moi, à vraiment me mettre dans une bonne énergie, à vraiment voilà, partir sur des bonnes bases. Donc, je vois à quel point mes journées sont différentes depuis que je prends ce temps-là comme des incontournables. C'est Mm. une manière aussi pour moi de prendre soin de moi, de respect de moi et même d'amour de moi. D'accord. Ok. Donc ces rituels sont hyper importants pour ton développement et du coup pour ton activité parce que tu es beaucoup plus serein Oui, dans tes journées, du coup. très clairement. Est-ce que tu as eu des impulsions ou des personnes qui ont influencé ou des rencontres qui ont permis ton évolution? Alors oui, oui, j'en ai eu un certain nombre, je dirais. Après, c'est vrai que euh, mais je pense à un de mes amis qui s'appelait Claude, qui avait vécu un drame personnel assez épouvantable, perdu sa femme et ses 2 enfants dans un accident de voiture dont il n'était pas responsable. Et lui, il m'a vraiment, je l'ai connu après cet accident, pas très longtemps après, mais voilà, lui a vraiment été dans une telle ouverture et une telle capacité de parler de ça que ça m'avait bouleversé, mais c'est comme s'il m'avait autorisé à m'ouvrir et à casser ses tabous, par exemple. Et je ne sais pas combien d'années qu'on a cheminé ensemble, 10 ans à peu près, parce qu'il est malheureusement mort d'un accident lui aussi, ont été vraiment déterminantes de ma vie. Lui m'a vraiment appris à m'ouvrir à la vie, à l'authenticité. Donc ça a vraiment été absolument nécessaire. Et puis, la rencontre de Peter Koenig, qui m'a enseigné le fruit de ses recherches sur la relation à l'argent. Il était Mhm. en premier temps son organisateur avant de prendre la relève et puis d'animer moi aussi. Et ça a été une rencontre, et c'est encore une rencontre vraiment essentielle de ma vie, parce que je dirais, ma vie ne serait absolument pas celle-ci sans cette rencontre-là. Donc ça, c'est évident, c'était une rencontre D'accord. essentielle. Est-ce que la connaissance de ses propres réactions aux émotions semble être un facteur important, et notamment dans les émotions en relation avec l'argent, parce il peut y en avoir beaucoup. Et du coup, ces alertes émotionnelles, qu'est-ce qu'elles représentent pour toi et comment peut-on les gérer? Parce qu'on rencontre beaucoup de personnes qui ont peur de parler d'argent ou qui ont peur à la fin du mois de ne pas pouvoir arriver à, à faire vivre leur famille, à payer leurs charges. Et du coup, il y a des émotions, des peurs qui apparaissent et est-ce qu'il y a des moyens tu conseillerais des moyens pour les gérer? Alors, je crois déjà, tout ce que je fais a toujours un premier but, c'est d'être sur un chemin de plus de conscience de soi. Ça commence que par là. Moi, pendant très longtemps, les peurs ont été mon moteur. D'accord. Et à partir de là, si tu veux, sans même le savoir, sans même en être conscient, une bonne partie de mes actions étaient en lien avec ce que j'imaginais qui pourrait se passer, enfin les films que je me racontais, parce que dans la réalité, j'avais zéro raison d'être inquiet financièrement parlant. Comme je disais, j'avais d'excellents revenus, j'avais des économies, j'ai eu des clients multimillionnaires qui avaient peur de manquer tous les jours. Donc cette peur de manquer, c'est vraiment la plus grosse peur que je rencontre en lien avec l'argent. Mm. Mais
J'ai envie de dire, mais, et plutôt, dans au moins 95% des situations que je rencontre, c'est une peur sur un film qu'on se raconte et pas sur une réalité financière. D'accord. Donc, c'est vraiment en lien avec, on imagine un truc à la fin du mois, à la fin de l'année, à ma retraite, ou je sais pas quand, le jour où mes enfants font des études, ou ce qui pourrait se passer à mon travail. Tu as tous ces trucs qu'on se raconte avec ces pensées, sans même voir qu'elles sont en mode automatique, génèrent des peurs. Donc, aussi longtemps qu'on n'est pas conscient qu'il y a ça qui est en train de se passer en nous, on subit nos peurs en quelque sorte. Donc, ce chemin de conscience, donc d'apprendre à voir à quel endroit ça vient se loger chez nous, parce que ce n'est pas toujours le même endroit. Moi, je sais que c'est beaucoup au niveau du ventre, par exemple, Mhm. qu'il y a des tensions, et c'est là que je les sens. Ça peut être parfois au niveau de la gorge aussi, des choses que je n'ose pas dire, ou des choses comme ça. Donc déjà, de connaître ces signaux, et si tu veux, je crois qu'on peut difficilement faire l'économie de s'arrêter de temps en temps, de respirer un peu, pour juste faire le point avec ça, pour vraiment juste se poser la question, là, comment je me sens là maintenant, quoi. Mhm. Et voilà, c'est une question qu'on devrait se poser un certain nombre de fois par jour, Ouais. de prendre le temps d'aller boire un verre d'eau, de s'arrêter tranquillement, de ralentir le rythme. Donc ça, c'est vraiment le premier pas qui est juste indispensable. Et puis, le deuxième pas est vraiment, c'est encore une fois d'apprendre à s'observer et observer ses pensées. Aussi longtemps que je n'arrive pas à voir que je suis mené par mes pensées, eh ben, encore une fois, je subis comme une partie de moi, en quelque sorte. Ça reste des choses à l'intérieur, mais Mhm. c'est une partie de moi qui prend le dessus et dans lequel, qui m'empêche de voir qu'il y a une autre partie. Je vois bien quand je fais la méditation, quand je prends le temps de m'arrêter, il y a un endroit à l'intérieur où tout est calme, où il y a pas de problème, quoi. Il y a pas, voilà, les pensées ne sont plus là pour créer des problèmes qui n'existent pas en quelque sorte. Donc D'accord. ça, c'est un chemin, bien sûr, mais en même temps, plus comme tout entraînement un sportif, d'apprendre une langue ou d'autres choses, plus on le fait, plus ça va vite, plus on se connecte en quelques respirations à quelque chose de plus calme à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment un chemin qui me paraît absolument nécessaire. D'accord. Qui permet en fait de mieux se connaître, de mieux démonter les mécanismes que l'on a pu ancrer depuis quelques temps, quelques années. Voir, ouais, voir depuis presque tout le temps aussi parfois. Mais si tu veux, c'est vraiment de... Parce que plus je laisse les peurs prendre le dessus, à un moment donné, elles prennent tellement de place que je suis plus en capacité à retourner à cet endroit de calme facilement. Mhm. C'est comme si, tu vois, c'est comme le... j'aime bien l'image de la goutte qui fait déborder le vase. Le problème n'est absolument pas la goutte. Le problème n'est pas que le vase soit plein. Le problème, c'est le manque de conscience que mon vase est en train de se remplir et que Mhm. si je laisse se remplir, il y aura des dégâts. C'est vraiment, encore une fois, ce manque de conscience qui fait, parce que si j'ai conscience que mon vase est plein, personne ne va le laisser déborder. Personne n'a envie d'exploser ou d'imploser. On Mhm. va agir avant. Donc, en fait, c'est ce manque de conscience-là qui, encore une fois, est le principal frein. D'accord. Ok. Merci. Est-ce que gagner de l'argent en se faisant plaisir, c'est un scandale ou une normalité? Ben, ça devrait être l'objectif de tout le monde. Oui. Donc, ça devrait devenir la normalité parce qu'il y a malheureusement beaucoup trop d'êtres humains qui font des activités parce qu'ils doivent gagner de l'argent, croit-il, effectivement. Et puis, je pense que c'est prendre les choses par le mauvais bout, c'est-à-dire c'est comment je pourrais faire quelque chose qui me plaît et faire en sorte que je gagne de l'argent avec. Mon mentor Peter Koenig disait cette jolie phrase, je l'aimais bien, il disait on devrait être, plus on a du plaisir, plus on devrait être payé. Donc, autrement dit, moins on a de plaisir, moins on devrait être payé. Ça serait une manière de se secouer et de changer les choses, de dire tiens, mais ce serait bien que je trouve un truc avec plus de plaisir, puisque non seulement je souffre, mais je ne gagne pas grand-chose. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui souffrent gagnent beaucoup. Il y a toutes sortes, j'ai envie de dire, dans ce cadre-là. Mais j'aime bien imaginer inverser cette tendance-là, parce que j'ai une croyance très claire, c'est que plus nous serons nombreux à avoir du plaisir dans ce que nous faisons, mieux notre société se portera. Ouais. Donc, en tout cas, moi, mon job, c'est de faire en sorte que l'argent ne soit pas un frein, un blocage qui empêche justement cette transition vers une activité plaisir. Mhm. Voilà, en tout cas, de faire en sorte que l'argent soit plutôt au service de nos projets de vie plutôt que ce qui empêche d'aller vers nos projets de vie. D'accord. Ok. Et pourquoi il est si difficile de tisser un lien entre bien-être et argent? C'est souvent ce lien est compliqué chez beaucoup de personnes. Oui, alors je dirais parce qu'il y a un piège que je vois, genre je rencontre beaucoup de coachs et thérapeutes dans mes activités, parce qu'ils sont souvent sur un chemin ils se rendent bien compte, c'est un chemin de conscience, c'est quelque chose qui bloque avec l'argent.
Et souvent, il y a cette problématique-là que les gens disent, j'ai tellement de plaisir dans ce que je fais que je peux difficilement demander de l'argent en contrepartie. Donc, c'est comme s'il y avait deux camps. C'est-à-dire que comme j'ai du plaisir, c'est déjà tellement énorme, tellement fantastique que si en plus je gagnais beaucoup d'argent, ça serait presque indécent, voire obscène vis-à-vis de ceux qui souffrent. Et ceux qui souffrent, eux, mériteraient de gagner de l'argent. Parce que c'est comme si l'argent était une compensation à la souffrance, un salaire, en quelque sorte. D'accord. Ouais. Et comme ils souffrent, ils méritent de l'argent. Comme moi, je ne souffre pas, je ne mérite pas vraiment de l'argent. Donc, bien sûr, moi, j'ai envie de proposer de mettre du et avoir du plaisir et gagner de l'argent parce que cette vision binaire n'apporte absolument rien. Hmm. Donc, voilà, c'est vraiment d'aller voir peut-être une forme de culpabilité ou les croyances derrière pour se libérer de cela. D'accord. Et du coup, si on arrive à avoir un travail patient avec une rémunération correcte qui adaptée, du coup, on va toucher peut-être plus de monde et on va tracer peut-être un chemin ou un exemple. Enfin, je crois que poser la question et y répondre, en tout cas, moi, ce que j'ai envie d'aller vers quelqu'un qui tire la gueule en faisant son travail, quelqu'un qui a le sourire, je crois que mon choix est vite fait. Donc, on préfère tous avoir affaire à une boulangère qui a le sourire, qui t'accueille avec un grand bonjour, ou quelqu'un qui a l'impression qu'il fait ça malheureusement juste pour de l'argent. Alors, je regrette pour ces personnes-là, mais au fond, spontanément, on est attiré par ça parce que c'est juste Oui, deux vibrations énergétiques différentes. Et puis, alors après, je ne dis pas, hein, si on est dans une énergie très basse, ça ne nous fait rien, on est content de trouver d'autres personnes dans la même énergie basse, ou ça pourrait même nous déranger d'avoir des gens joyeux quand nous on est terne, hmm, parce que ça vient faire un effet miroir aussi sur ce qu'on ne s'autorise pas. Mais en tout cas, si on est dans une belle énergie, on n'a qu'une envie, c'est d'aller vers des gens qui ont une énergie plus ou moins identique. positive. Hmm. Et comment peut-on discerner la valeur de l'argent de sa propre valeur afin que l'argent n'affecte pas l'estime de soi d'une manière ou d'une autre? Ben, c'est bien des problématiques que je rencontre, c'est-à-dire et encore plus dans les métiers de service. Comme un métier de service, ça vient de moi. Ouais. Si je ne pense que je n'ai pas beaucoup de valeur, j'aurais bien de la difficulté à donner de la valeur à ce que je fais. Hmm. Donc, c'est pour la grande majorité des personnes. Il y a de temps en temps des exceptions, c'est ceux qui vont donner de la valeur à ce qu'ils gagnent, et puis ils veulent tellement se donner de la valeur qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent, ils vont faire toutes sortes, ils vont faire tout ce qu'il faut pour gagner beaucoup d'argent, mais en fait ils essaient de chercher une compensation à l'extérieur pour un mal-être intérieur. Ça ne marche pas, et ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Mais la plupart des personnes effectivement sont piégées parce que, encore une fois, si j'arrive pas à me donner de la valeur, l'estime de soi, pour moi, c'est comme les fondations de notre maison intérieure. Et si on a envie de construire, si je prends cette image, un grand bâtiment ou quelque chose enfin, qui représente notre vie, de grands projets, d'oser voir grand, d'oser rêver, eh ben, ça demande d'avoir des bonnes fondations pour construire une maison de plusieurs étages. Donc, Hmm. on ne passe pas à côté de ce travail d'accroître son estime de soi et de se regarder avec plus de bienveillance et plus d'amour, bien sûr. D'accord. Euh, du coup, il me vient à l'esprit l'image que l'on peut renvoyer à un client ou un patient éventuellement en pratiquant un prix bas. Cette image peut être en fait délétère ou parce qu'on se met pas, on a une mauvaise estime de soi ou le client va dire tiens il a un prix bas, il doit pas être forcément très bon. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut essayer de combattre, essayer de trouver sa juste valeur? Alors, Est-ce que c'est compliqué de trouver sa juste valeur aussi? écoute, oui et non, je dirais que ça devient naturel à un moment donné, mais c'est compliqué aussi longtemps qu'on ne se donne pas sa juste valeur à nous-mêmes, encore une D'accord. fois. Parce que si tu veux mettre des prix bas, c'est une forme de stratégie que certains utilisent parce qu'ils sont mal à l'aise de ne pas être accessibles à tout le monde. Mhm. Je vois beaucoup de personnes qui ont une blessure d'injustice pour ne pas créer une injustice que tout le monde n'est pas accessible à mes moyens, ils vont mettre des prix bas. Ça, c'est une manière parce que une de leurs grandes peurs, c'est qu'on dise d'eux que c'est injuste ce qu'ils font le prix qu'ils font, puis ça viendrait réveiller leur propre souffrance en quelque sorte. Ce serait assez insupportable. Donc, un des moyens qu'ils ont trouvé, c'est de mettre des prix bas. Et comme je leur dis souvent, mais en fait, tu es déjà un magnifique exemple d'injustice. Tu es prêt à être injuste avec toi-même par peur de passer pour injuste aux yeux des autres. Donc, d'une part, on voit que ça ne résout rien du tout. D'autre part, ce que je vois, c'est que les gens qui mettent des prix bas par peur, par malaise, n'ont pas plus de clients que les autres, voire même moins de clients que les autres. Donc, ce n'est pas une stratégie pour avoir plus de clients. Et en plus, je le dis toujours, mais au fond, est-ce que tu as envie
d'attirer des personnes qui ne regardent que le prix, ou tu as envie d'attirer des personnes qui sont prêtes à regarder autre chose. Et moi, j'ai pas envie d'attirer des personnes qui regardent que le prix parce qu'au fond, en regardant que le prix, c'est pas forcément une manière de se respecter non plus. Mm. Et je ne suis pas sûr que leur engagement soit à la hauteur de ce que je souhaite, en tout cas, pour pouvoir les accompagner. Du coup, ce qui peut se passer, c'est quand un professionnel passionné ose faire mettre une rémunération à hauteur de l'apport qu'il estime donner et que qu'il y ait une adéquation, ça se passe beaucoup mieux en fait au niveau de la relation entre le client et le, et le professionnel. En tout cas, et je pense que tu as certainement une expérience qui est identique à la mienne, mais tu pourras me confirmer, je pense que pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui soit positif pour le client, c'est déjà important de pouvoir établir une relation, une connexion de qualité. Et encore une fois, je pense que moins j'ai d'estime de moi, plus c'est difficile d'établir une relation de qualité, parce que souvent je donne trop d'importance au client en ma défaveur. C'est comme si on n'était pas à pied d'égalité. Je mettais le client en haut et moi je me mets bas, mais dans le bas dans le sens petit. Et si tu veux, dès le moment où je suis et à l'aise avec mon prix, à l'aise avec qui je suis. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, mais juste à l'aise vraiment avec l'être que je suis. Je vais pouvoir établir des relations de qualité sans y mettre des enjeux pourvu qu'ils ne voient pas tout ce que j'ai pas envie qu'on voit de moi, ce genre de trucs-là. Donc, je peux vraiment être pleinement dans la relation plutôt que dans la peur d'autres choses. Et c'est sûr que, tu me disais tout à l'heure, si j'ai un prix qui est plus élevé, quel que soit le prix, mais que je suis à l'aise avec mon prix et tout, je viens vraiment en posture, je suis droit dans mes bottes, quoi. Je ne suis pas dans Mm. une position d'instabilité. D'accord. Mais du coup, alors pourquoi passion et argent ont beaucoup de mal à coexister? Je crois que c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le fait qu'on est passionné ou qu'on aime ce qu'on fait, déjà quand on aime ce qu'on fait, qu'il y a du plaisir, de la facilité, voire de la fluidité, c'est comme si on avait vraiment cette croyance que l'argent se mérite. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. C'est une des plus grandes croyances que je rencontre dans mes ateliers. Vraiment, c'est quelque chose qui existe depuis des générations et que nous portons encore. Mm. Et si je suis une forme de facilité, de fluidité, c'est comme si c'était comme un loisir, quoi. Un loisir, on n'est pas payé. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, c'est un piège. C'est important de s'autoriser à se faire payer absolument, je veux dire, dignement, en tout cas d'une manière qui respecte la valeur de ce qu'on fait. S'autoriser à gagner de l'argent sans limite, pas comme un but en soi, mais comme juste une conséquence de quelque chose que nous faisons magnifiquement bien et qui rencontre du succès. D'accord. Donc en fait, le meilleur moyen du coup de renouer avec l'argent et avec nous-mêmes, c'est d'être passionné et d'avoir une estime de soi euh, bien établie et c'est comme ça qu'on peut renouer. Alors, en partie seulement, je dirais en partie seulement parce que je vois quand même sur l'histoire d'argent qu'on porte beaucoup de croyances limitantes. Il y a beaucoup de croyances limitantes qui viennent de la généalogie, il y a des croyances limitantes qui viennent de notre propre vécu. Même, je dirais même, on peut même aller au niveau des circonstances de naissance qui ont de l'influence sur notre relation à la vie et à l'argent, de ce qu'on a vécu comme enfant. Donc, il y a toute une série de choses qu'on porte inconsciemment et qui peuvent nous limiter. C'est-à-dire que je vois des personnes qui peuvent avoir de l'estime d'elles-mêmes, qui font des choses magnifiquement bien, mais au niveau de l'argent, encore, il y a quelque chose qui croche parce qu'il y a encore des croyances limitantes, des choses comme ça qu'elles portent sans même le savoir. Donc, on ne va pas éviter, je dirais, un peu de travail d'introspection, de voir de quelle famille ou quelle généalogie je viens, de qu'est-ce qui a pu m'influencer. Et au fond, c'est juste l'observation de ce que je vis dans la réalité, dans la matière, qui va me faire voir si j'ai à travailler ma relation à l'argent. C'est-à-dire que si je sens que malgré tous mes efforts, je n'ai pas le succès que je mérite, quelque chose qui coince, si je vois que j'ai ce qu'on appelle des plafonds de verre, comme des limitations que je me mets à gagner de l'argent, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Si je vois que l'argent fout le camp parfois de manière malheureuse, de manière répétée, ou que j'attire des situations où l'argent fiche le camp, par exemple, si j'ai à m'en occuper, ou j'ai la difficulté à poser des prix, il y a toute une série où je ne suis pas serein, je n'aime pas mettre mon nez dans les comptes, je ne facture pas, c'est toutes des situations que je vis qui montrent qu'il y a des choses qui crochent, il y a des choses qui ne sont pas fluides dans ma relation à l'argent.
D'accord. Et du coup, toi, tu le travailles toi-même avec eux ou tu travailles en collaboration avec des gens, par exemple, sur la généalogie, sur ce qui a pu se passer dans l'éducation pendant l'enfance? C'est Alors, moi, une introspection que tu vas faire toi-même avec eux ou alors, tu oui, collabores? c'est-à-dire que dans tout mon travail, que ce soit en virtuel ou en présentiel, il y a toujours un pan qui s'appelle Mon histoire avec l'argent. Mon histoire avec l'argent, c'est un certain nombre de questions qui va parler y compris de la généalogie. Moi, je suis formé aux constellations systémiques familiales où D'accord. on va voir justement, entre autres, mais pas seulement, qu'est-ce qu'il y a dans la généalogie qui fait qu'il y a des. Enfin, on va voir ce qui bloque et si ça pourrait venir d'ailleurs. Mhm. Voilà, je suis juste celui qui met en lumière un blocage qui n'a pas été résolu avant. Donc, j'ai l'habitude de ce genre de travail, d'aller voir ça. Donc, pour moi, c'est un travail, c'est une mine d'informations. Mhm. Parce que des fois, les gens voient bien que ça coince, ils n'ont aucune idée d'où ça vient. Et tout à coup, on va peut-être voir que dans la généalogie, prenons un exemple, il y a eu une personne qui a eu une belle réussite financière, mais au-delà de la finance, enfin, par exemple, quelque chose de bien, de grand, mais qui s'est cassé la figure, ou qui a eu un accident, qui est tombé malade, ou qui s'est mal comporté. Et au fond, des fois, même sans connaître cette histoire-là, inconsciemment, on porte un truc, réussir, c'est dangereux, on pourrait en payer le prix, et inconsciemment, on peut se saboter avec juste une simple histoire comme ça. D'accord. Donc, une fois qu'on le voit, une fois qu'on voit d'où viennent les choses, c'est en général assez simple d'en sortir, la plupart du temps en tout cas. Je ne dirais pas Mhm. tout le temps, mais la plupart du temps, une fois qu'on voit d'où ça vient, encore faut-il voir où la mécanique s'est mise en place. D'accord. Et actuellement, tu travailles du coup en télétravail, en visio consultation, ou Alors oui, tu as je dirais que aussi. bon, en 2020, j'ai peut-être fait que 15% des activités en présentiel habituelles, mais j'ai une formation sur Internet qui fonctionne très très bien, qui a de plus en plus de succès, où qui a un mélange de travail individuel en vidéo que les gens reçoivent à intervalles réguliers et de webinaires de coaching avec moi-même ou des intervenants externes, voire du travail en petit groupe aussi. Donc c'est un mélange de ça, donc il marche très bien. Je ne fais pas d'accompagnement individuel pour deux raisons. La première, c'est que le travail en groupe est tellement plus impactant et accélérateur parce qu'il y a tellement d'effets miroirs qui sont apportés par les autres qui viennent nous faire voir les angles morts. J'ai travaillé en individuel à une époque, mais je vois que les personnes n'amènent pas certains trucs inconsciemment, hein, bien sûr, Mhm. ou ne voient pas certaines choses. Et là, c'est comme ça me pète à la figure et que c'est difficile de ne pas le voir. Donc, ça va beaucoup plus vite en groupe. Donc, quand je travaille en présentiel, ce sont des ateliers en petits et grands groupes, suivant les modèles que chacun choisit de faire. D'accord. Donc, je ne fais absolument pas d'accompagnement individuel, même si je reçois des demandes, je ne dis pas tous les jours, en tout cas presque. Mhm. Parce que justement, ça vient de ce que tu disais en introduction, l'argent est un thème très tabou. Les gens souvent portent passablement de honte leur comportement. Comment, puisque je peux avoir peur de manquer alors que je vois qu'on a des bons revenus, les gens qui sont surendettés ou qui sont endettés sont aussi honteux d'avoir l'impression de ne pas se débrouiller. C'est comme si ils confondent dette et eux. Je dis toujours, vous n'êtes pas votre situation financière. C'est important de le voir. Donc, c'est un peu voilà, ces comportements, comme on n'en parle pas, on croit qu'on est un peu unique là-dedans, alors que quand en groupe, les gens en parlent, on se rend compte qu'on est un peu tous les mêmes, et puis que rares sont ceux qui ont une relation à l'argent fluide, ça reste des exceptions. Mhm. D'accord. Et du coup, tu fais des groupes, quand tu es en visio, tu fais des groupes de combien de personnes à peu près? Alors, bon, en visio, quand je fais ma formation Amis avec l'argent, qui s'appelle, alors les groupes, je travaille avec des cohortes, donc je prends vraiment un groupe que je vais accompagner pendant une certaine période. Mhm. Je dirais que les groupes peuvent être tout à fait variables en fonction du résultat du lancement, mais je dirais je n'ai pas de limite, hein. Euh, D'accord. le moins que j'ai été, c'était 90, on était jusqu'à 300. Mhm. Euh, et puis l'idée, moi, on peut très bien monter à 500, à 1000. Toute l'organisation est faite pour qu'on puisse Pour pouvoir- accompagner ces gens-là et que j'amène moi aussi les outils d'autonomisation aussi de ce travail Mhm. interne. D'accord. Et du coup, ta formation s'appelle pour que les gens soient Ami avec l'argent. amis avec l'argent. D'accord. C'est mon idée, comment on peut devenir ami avec l'argent, une bonne relation à l'argent. Ça demande d'être à l'aise avec l'argent et d'aimer l'argent pour ce qu'il nous permet, pas aimer l'argent en tant que tel, ça n'a aucun intérêt, mais Mhm. aimer l'argent pour ce qu'il nous permet. Voilà. D'accord. Et Et donc, c'est une formation avec qui est étalée sur combien de temps? Tu as alors, je dirais déjà les chacun personnes. va à son rythme ou Alors oui, tu as un chacun le peu fait à son rythme. Ça ne peut pas être fait plus vite qu'en 13 semaines. C'est 13 sessions d'une semaine.
mais certains le font en 6 mois, une année, en 3 mois. Enfin, ce qui compte, c'est la régularité. Mhm. Certains le font une deuxième fois parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont déjà fait un bon bout de chemin, mais qu'il y a encore quelque chose qui pourrait être amélioré. Donc, comme elle est valable pour plusieurs années, les personnes, voilà, des fois, après, viennent se greffer avec une nouvelle cohorte pour repartir, profiter de la dynamique d'un nouveau groupe également, pour repartir dessus. Donc, voilà, donc minimum 3 mois et demi, je dirais, mais c'est un travail de fond. Hein. Pour moi, avoir une bonne relation à l'argent passe inévitablement par un travail d'amour de soi. Je n'ai pas d'autre piste que ça. Donc, c'est un travail intérieur de fond qui a des conséquences beaucoup plus vastes que la relation à l'argent. C'est vraiment une amélioration de la relation à soi et qui amène une amélioration à la relation aux autres, à la relation à la vie, la manière dont on appréhende la vie et à la relation à l'argent. D'accord. Ok. Très bien. Merci pour toutes ces explications. Tu as été auteur de plusieurs livres. Comment vient l'envie d'écrire et qu'est-ce qui t'a poussé de te lancer dans cette aventure? Oui. Alors, le premier livre, c'était très simple. C'est que le premier livre, c'était ce que l'argent dit de vous. Je suis d'ailleurs en train de réécrire parce que j'ai écrit en 2014, parce que j'ai envie d'améliorer, de refaire une nouvelle édition. C'était très simple, c'est que je trouvais aucun livre sur ce thème-là. Il y en a un certain nombre, pas beaucoup en francophonie, mais même des livres américains qui correspondaient vraiment au livre. Je disais, waouh, ça c'est le livre que je dis, si vous lisez ça, c'est vraiment ça. J'avais pas ce livre de référence-là. Dans certains livres, je trouve qu'il y avait une partie qui me plaisait bien, qui convenait, mais pas globalement, et surtout sur la partie transformation également. Et puis sur la partie justement d'aller voir un peu l'histoire familiale. Donc je dis, bah, dans ce cas-là, le meilleur moyen, c'est d'écrire ce livre soi-même. D'accord. Comme j'avais envie d'avoir aussi un impact, parce que je trouve que ce thème n'est tellement peu traité, il n'est pas traité dans les médias non plus. Et je sais qu'écrire un livre, c'est un bon moyen aussi de s'introduire dans les médias. Donc je voyais que c'était aussi un passage pour toucher plus de monde, c'est un passage de le faire. Et puis les deux autres livres, après, sont venus à moi, parce que ce sont les autres personnes qui sont venues à moi pour écrire ces livres-là. Et l'un comme l'autre m'ont paru en beaucoup de sens, donc j'ai accepté avec grand plaisir. Hmm. Ok. Et il y a d'autres livres en pipeline d'ailleurs, voilà, qui arrivent, qui sont en cours d'écriture ou qui vont arriver. D'accord. D'être arrivé au stade où tu es aujourd'hui, est-ce que tu t'es fixé d'autres objectifs ou tu as un rêve à réaliser pour aller plus loin? Alors oui, ben, si tu veux, moi, ma vision, c'est vraiment, encore, chaque fois, c'est vraiment comment je peux impacter encore plus au niveau sociétal, parce que je trouve que l'argent prend beaucoup trop de place dans notre société et surtout ne prend pas la juste place. Hmm. Et c'est-à-dire, alors, que je dis au niveau sociétal, c'est au niveau francophonie déjà. Et si tu veux, tous mes choix, toutes mes décisions sont prises à comment on peut toucher plus de monde. Alors, ça part déjà de moi à moi, ça pourrait écrire d'autres choses, être plus présent dans les médias, mettre en place justement de pouvoir accueillir plus de monde dans mes formations. Et aussi ce que je fais maintenant, pour la première fois en 2020, je suis en train de former 10 personnes à devenir spécialistes de la relation à l'argent pour pouvoir effectivement essaimer tout ça. Je recommencerai en 2021 avec un groupe de 10 de nouveau. Donc, j'ai mon intention chaque année de créer de nouveaux groupes parce qu'il y a un potentiel mais absolument phénoménal, gigantesque sur ce thème-là. Encore une fois, tellement il est peu traité et parfois, selon ma perception, maltraité. D'accord. Ok. Dans cette période de confinement, déconfinement, on est amené à observer des interactions entre surcharge mentale, stress, fatigue, désociabilisation, perte de travail. Euh, le rapport à l'argent va-t-il changer? Et penses-tu que ça va apporter ou permettre de développer de nouveaux concepts d'accompagnement des personnes qui auront été impactées par cette période-là? Alors, je dirais en tout cas, je ne sais pas si la relation à l'argent change, elle peut changer un peu, mais enfin, ce qui change surtout, c'est comme si les peurs étaient amplifiées. C'est-à-dire que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui avait peut-être l'impression que vous n'avez pas de peur, parce que tu sais, moi, pendant des dizaines d'années, j'ai vraiment cru que je n'avais pas de peur avec l'argent. J'étais économe, écureuil, je faisais des belles grosses économies, et au fond, j'ai comme peur de manquer, mais je ne le voyais absolument pas. Donc, c'est comme si j'ai trouvé, donc j'étais très sollicité toute cette période-là aussi, que les peurs, elles sortaient, elles émergeaient, elles pop-up comme ça, tu vois, ça sort, tu vois, Mhm. c'est comme ce que j'ai pas voulu voir, tout ça, c'est comme si là, c'était réveillé, la situation était tellement grosse que ça venait réveiller des peurs encore plus fortes, pour de bonnes et de mauvaises raisons, hein, je dirais vraiment les deux, mais tu vois, beaucoup de salariés comment dire ça, se réfugient, en tout cas derrière leur salaire, pour dire non, non, c'est bon, tant qu'il y a mon revenu qui tombe chaque mois, c'est bon, voilà, je suis rassuré. Mais être rassuré, ça veut dire quoi? C'est pas ne plus avoir peur, c'est d'avoir un peu moins peur. Tu vois, Ouais.
Donc, et tout à coup, on se dit, ah ben oui, les salariés se disent, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des licenciements, si, ça, mon entreprise. Enfin, tout ça est bien réveillé. Et puis après, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont pris conscience ou qui prennent conscience qu'au fond, leur vie, jusqu'avant ce confinement, ce premier confinement, leur vie qui était un petit peu en mode automatique, ils se sont rendus compte qu'ils n'en veulent plus parce qu'ils ont peut-être, ils sont restés à la maison, en télétravail, ils se sont rendus compte qu'ils économisaient beaucoup de déplacements, puis qu'ils ont, par la force des choses, ils ont vécu autre chose. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont pris conscience qu'ils ne veulent plus de l'ancien. Mais Mm. après, pour aller vers le nouveau, ça demande aussi de travailler quelque peur de ce changement, parce que ce changement passe parfois par le travail d'indépendance, d'entrepreneuriat. Mm. Et c'est quand même un changement de paradigme, en tout cas, je trouve, de passer de l'un à l'autre, parce qu'encore une fois, on est pleinement responsable de sa vie, on est pleinement responsable aussi de réussir à générer de l'argent aussi. Euh, donc, euh, donc, je pense que là, il y a beaucoup de monde aussi qui sont dans ce cheminement-là, et dans ce sens-là, je pense que ça fait partie des quelques bénéfices secondaires, en tout cas, de ce que nous vivons là actuellement. Super bien, d'accord. Est-ce que tu as une actualité prochaine, une échéance? Alors, je dirais qu'actuellement, donc, on tourne ça, on est quoi? On est mi-décembre, pas tout à fait. Je dirais que tout ce qui est présentiel, j'ai un agenda qui est à peu près vide parce que je ne m'agite pas à vouloir organiser des choses tant que je n'ai pas plus de visibilité. Parce que voilà, j'ai des choses côté annulées le deuxième semestre et puis je vois que ça n'a pas de sens de mettre de l'énergie pour annuler comme derrière pour l'instant. Donc j'attends tranquillement et paisiblement le moment où ce sera prêt et puis là j'aurai la facilité à remplir mon agenda. Donc je me concentrerai déjà dans un premier temps sur mon prochain lancement de ma formation Ami avec l'argent qui sera sur fin février. Donc voilà, on est toujours en train, j'ai déjà fait 6 sessions, ça sera la septième. Et puis on est chaque fois en train d'améliorer, chaque session est encore meilleure que l'autre. Voilà. D'accord, très bien. On arrive, le temps passe très vite, il y a encore beaucoup à dire, mais on arrive à la fin de l'entretien. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour conclure, pour finir? En tout cas, je peux dire juste que j'encourage chacun à mettre plus de conscience sur sa relation à l'argent, à apprendre à s'observer parce qu'on a affaire à l'argent de multiples manières tout au long d'une journée, soit en faisant ses achats, en choisissant son repas au restaurant ou quand on peut y aller, mais voilà, en faisant ses paiements, recevoir des factures, en payant, etc. Parce qu'au fond, ce que je vois, c'est que notre relation à l'argent influence beaucoup plus notre vie que nous l'imaginons, et souvent pas d'une manière très joyeuse, très porteuse. Donc, ce serait dommage ce serait bon de cesser de donner trop de pouvoir à l'argent pour leur donner sa juste place. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup, Christian, pour tous ces conseils et puis cette richesse dans tes propos. Je pense que beaucoup de personnes seront intéressées par ce que tu viens de dire et peut-être bien par ta formation, parce que j'en connais beaucoup qui ont des petits soucis de relation avec l'argent. En tout cas, merci beaucoup du temps que tu as accordé à cette interview. C'était un plaisir d'échanger avec toi et j'espère qu'on aura l'occasion de nouveau communiquer, soit en présentiel, de se rencontrer ou d'une autre manière sur un autre sujet. Merci beaucoup. Passez Merci une très belle soirée et à très bientôt. Au à toi. revoir. Au revoir.